Oui, merci. Merci effectivement de m'avoir invité, mais j'ai pris beaucoup de plaisir pour les raisons que vous évoquez, parce qu'effectivement c'est un sujet avec lequel j'ai eu dans le passé une certaine familiarité, puis là maintenant c'est un peu le passage à l'acte avec TV8 Mont Blanc. J'ai peut-être simplement envie d'évoquer quelques dimensions que j'ai moins ressenties dans ce qui a été dit, qui me semble avoir de la pertinence par rapport au sujet. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de proximité, donc le territoire c'est quelque chose d'important, mais il y a une chose que je voudrais mettre un petit peu en évidence, quoi. Il y a une des raisons, à mon avis, fondamentales pour laquelle effectivement le territoire est devenu quelque chose qui a un concept qui a beaucoup de force, c'est parce qu'aujourd'hui, les investissements souvent les plus déterminants dans une entreprise sont les investissements immatériels. On dit les investissements dans le domaine de la formation, les investissements dans le domaine de la recherche, etc. Et ces natures d'investissement elles supposent en général des partenariats. Et des partenariats, ça se joue dans la proximité. On dit souvent que l'immatériel, ça se joue à 2 heures de voiture. J'ai un ami qui disait à 1 heure de vélo aux Pays-Bas. Mais tout ça pour dire que la proximité, c'est pas un hasard, c'est parce que effectivement c'est essentiel si on veut pouvoir développer des relations avec une université, avec une école technique, avec un centre de formation, etc. Et je voulais aussi parler de ça pour une raison, c'est parce que j'ai une fois entendu le mot délocalisation, mais aujourd'hui, à l'évidence, on ne peut pas lutter contre les délocalisations, on ne peut pas empêcher l'entreprise de localiser. Moi, je pense en revanche qu'on peut essayer, et là le territoire peut jouer un rôle, de rendre le coût de la délocalisation le plus lourd possible pour l'entreprise. C'est-à-dire quand il s'agit de dénouer, j'en ai vécu des exemples précis en tant que, dans mon métier de consultant, où j'ai côtoyé beaucoup d'entreprises, quand il s'agit pour l'entreprise de dénouer l'ensemble des relations qu'elle peut avoir avec des écoles, des centres de formation, des centres de recherche, ben c'est un peu plus sportif, et c'est peut-être en tout cas l'espèce de contribution qu'on peut avoir là-dessus. Il y a un autre point que je voulais évoquer, c'est, je crois que ça a été dit à un moment, je crois que c'était par question collective, on a parlé des intérêts contradictoires qu'il pouvait y avoir entre entreprises, universités, etc. Faut pas masquer cette dimension. Je crois que Franck Lirou l'évoquait également. Oui, c'est pas forcément, on va dire simplement, on faut le ville et on va tous y arriver. Mais c'est pour ça que derrière, et quand on regarde ce qui s'est passé à l'étranger, un certain nombre d'exemples, je dirais peut-être 2 mots tout à l'heure, la Silicon Valley qui est un des exemples qu'on a le mieux étudié, c'est parce que on crée des outils effectifs pour se doter d'une vision, d'une ambition partagée, d'une stratégie. Et on met en œuvre effectivement, on met en œuvre des instances, on partage les objectifs de développement, on se met d'accord sur les investissements. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être un enjeu pour ce territoire, de fabriquer vraiment une ambition pour effectivement les pays de savoir. Et puis alors moi il y a quelque chose auquel je tiens parce que c'est un des messages que, en tant que consultant, j'ai l'occasion de surmonter, c'est le problème de la constance. Toutes ces questions-là, je crois dans le rapport de l'Institut d'entreprise, on parlait de longue haleine, si je ne me trompe pas, de l'Institut d'entreprise. Oui, il faut du temps pour faire les choses, et donc il faut de la constance, il ne faut pas se leurrer. J'ai une toute petite anecdote, mais vous savez, c'est la petite histoire du jardinier de Wimbledon, du central de Wimbledon, et qui ont posé la question sur qu'est-ce qui fait que le central de Wimbledon soit aussi extraordinaire, et c'est simple, vous retournez la terre, vous semez, vous roulez, vous arrosez, etc. Et puis il le répète 4 ou 5 fois, et puis vous faites ça pendant un siècle. Alors oui, il faut du temps pour effectivement faire les choses, et souvent ce qui manque un petit peu dans notre pays, c'est cette capacité, dans la constance, à tracer un style. Voilà juste quelques compléments que j'avais envie de faire par rapport à ce que j'ai entendu. Un mot sur l'international, je sais que vous aviez aussi une petite analyse là-dessus rapidement. Oui, alors c'est vrai que, certes, on ne sait pas toujours l'alchimie qui produit des territoires dits intelligents, mais on sait quand même que si on veut être un territoire intelligent, Claude m'avait un petit peu volé en début d'après-midi, effectivement, l'envie que j'avais de dire, ça veut dire qu'il y a sans doute des territoires stupides, mais sans parler du fait qu'il puisse ou pas y avoir des territoires stupides, c'est vrai qu'on sait quand même, on connaît un peu un certain nombre d'ingrédients quand même qui fabriquent les territoires intelligents. Alors beaucoup de choses ont été dites. C'est vrai qu'une des choses qu'on a retrouvées dans un certain nombre de territoires au plan international, regardez, c'est qu'il y a toujours quand même le rôle central quand même d'un établissement d'enseignement supérieur.
Dans le cas de la Silicon Valley, ce qui était très frappant, c'est que non seulement il y a une grande université Stanford, mais elle avait une ambition d'entrepreneuriat académique. C'est allé assez loin, parce que non seulement, effectivement, on cherchait à développer la part des chercheurs et enseignants dans un premier temps, et ensuite des élèves sont sortis quand même, les élèves ont quand même sorti Google et Yahoo, entre autres choses, de Stanford. Mais il y avait effectivement cette volonté de les soutenir, mais c'est même allé assez loin. Alors je vous donne un petit peu des idées, messieurs présidents, vice-présidents. C'est que le président et certains des membres de la faculté sont allés jusqu'à investir à titre personnel dans les startups en question. Donc pour ceux qui sont dans les rangs derrière, ça peut vous donner éventuellement des idées. Il y a toujours à la base des choix scientifiques précis. Et ça, c'est important quand même de mettre en avant. Là aussi, il y a des arbitrages. Et ça, je le sais, j'ai un peu été associé à l'élaboration douloureuse, difficile du presse de Lyon. C'est toujours extrêmement compliqué quand il s'agit effectivement, au niveau de l'enseignement supérieur, il y a des filières qu'on privilégie. Renoncer, c'est choisir. Choisir, c'est renoncer. On peut le jouer dans les deux sens. Donc c'est important. Et puis, il y a une dimension qu'on a peu évoquée aussi qui m'inquiète toujours. Et moi, je sais que c'est une des choses, ça fera la transition avec la chaîne, auquel je suis très sensible quand on parle de chaîne de territoire. Il ne faut pas du territoire qui enferme. Et quand même, il y a des programmes aussi dans tous ces territoires où on cherche à attirer des chercheurs et des entrepreneurs étrangers. Et ce n'est pas indifférent. On a commencé de s'y mettre aujourd'hui dans les universités en France. On a commencé à faire des packages pour effectivement notamment des chercheurs étrangers. Quand on regarde le cas de la Silicon Valley, tout ça est très ancien, où on ne s'est pas refermé sur soi-même. Et tout ça a été piloté, et souvent, quand on parle de la Silicon Valley, on a l'impression d'une espèce d'émergence spontanée. Rien n'est plus faux. Ça a démarré il y a très longtemps, entre les deux guerres. Et tout ça a été structuré, des instances pilotées, managées, voilà. C'est pas juste une émergence comme ça. On va parler de TV8 Mont-Blanc. Ah. Selon vous, quelles sont les responsabilités d'un média local sur un territoire? Le plus simple, peut-être, c'est que je prenne un exemple dans l'actualité. Et c'est vraiment l'actualité, et en plus, c'est proche de ce territoire. L'actualité, j'avais commencé à parler d'hier soir, mais même ce qui s'est passé hier soir sur la chaîne, ça a commencé il y a quelques jours, quand, sollicité par Alain Charrier, on a fait un sujet au moment de l'inauguration du Fab Lab, de l'autre côté de la rue, où concrètement, un journaliste est venu, on a pris des images effectivement des imprimantes 3D, on a eu quelques interviews, et le soir c'était au journal télévisé. Et sur un sujet, bon, Fab Lab, concept relativement neuf encore en France, voilà, et le journal télévisé de TV8 Mont-Blanc, il était là-dessus. Et puis, on est allé un petit peu plus loin, et ensuite je décoderai, je dirai pourquoi on fait ça, et en quoi effectivement on a cette mission. Hier soir, on a une émission depuis la nouvelle grille de rentrée qui s'appelle le 88 minutes de la 8. Bon, facile, mais effectivement ça dure à quelque chose près de 88 minutes, qui démarre effectivement par un talk show d'une demi-heure, de 18h à 18h30. Nos journées, toute notre semaine est thématisée. Hier soir, c'était l'économie. Et on a fait une demi-heure avec et Alain Charrier et, j'ai un trou tout de suite sur nom, le PDG d'Initiative, qui est un utilisateur ancien, et alors là, très industriel, des imprimantes 3D. On a fait une demi-heure, initiale. On a fait une demi-heure sur effectivement un sujet comme ce qui se passe aujourd'hui sur ce territoire, avec à la fois une recherche au niveau le Fab Lab, on va en parler un petit peu plus longuement, mais aussi un industriel sur une technologie nouvelle et ça. Alors, derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on a au passage, imaginez un autre média, y compris au plan national, faisant une demi-heure à une heure de relativement grande écoute, sur effectivement un sujet comme les imprimantes 3D et le Fab Lab. Enfin bon, je crois que c'est quand même unique. Donc on joue vraiment ce rôle c'est qu'un rôle d'information et de décryptage et de pédagogie sur ce qui se passe dans ce territoire. Et ça, c'est notre mission première, c'est véritablement notre vocation, c'est à la fois rendre compte de ce qui se passe, mais c'est aussi faire rayonner le territoire. Très au-delà, TV8 Mont-Blanc a cette chance. Non, c'est pas une chance, parce que c'était une volonté d'être la seule télévision locale qui aujourd'hui soit présente sur tous les bouquets satellites, tous les câbles opérateurs, etc. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, TV8 Mont-Blanc peut être vu dans toute la France, plus le bassin de Genève. Et avec Internet,
même très au-delà, puisque nos actionnaires nous disaient qu'ils nous avaient vu du Cambodge la semaine dernière. Mais voilà, donc on a cette mission aussi de rayonnement à l'extérieur, donc d'information en interne, de rayonnement à l'extérieur, et puis on a cette mission de contribuer à tisser du lien entre les citoyens du territoire, développer moi ce que j'appelle une fierté collective, hein, d'appartenir à ce territoire et de générer de la confiance. Et la confiance, pour quelqu'un qui a travaillé dans le monde entreprise, je peux vous dire que c'est essentiel parce que l'investissement, ça se fait à partir de la confiance. Merci beaucoup Gérard Brunet.